ce n'est pas du mainstream. Bonjour à tous. Voilà le retour de la Dream Team. On avait fait, je crois, une ou deux vidéos avec Didier, c'est pas du mainstream, sans la présence du déserteur François Coq. Il est de retour aujourd'hui. Donc, nous allons tous les trois aborder quelques thèmes qui sont en prise directe sur l'actualité, mais on les a choisis en ce qu'ils racontent un moment particulier que traverse notre pays. On est à la veille, à la veille. On est à quelques mois de la mère de toutes les batailles électorales de la Ve République, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Et Peut-être, on peut-être, s'a, pardon? peut-être, peut-être Oui, à quelques peut-être. mois. Attends, non, mais ce que je veux dire, c'est que sur le papier, dans l'année qui précède, c'est d'ici 9 mois. Le président de la République, et on en reparlera, n'a toujours pas fixé la date du scrutin, ce qui est assez hallucinant, mais qui dit beaucoup. Et donc, la France traverse une période politique, mais économique aussi, géostratégique aussi, très particulière, où la crise euh, est d'une importance historique, je dirais. Et donc, il y a eu quelques événements qui racontent ce moment, et on va essayer de réfléchir à justement ce que racontent ces événements, et en essayant de définir, exercice extrêmement difficile, quelques perspectives, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui peut se produire. Je dois dire que puisque je suis l'aîné, messieurs, dans ma vie personnelle, dans sa dimension politique, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu une crise d'une telle ampleur. Crise et en particulier une crise politique d'une telle ampleur et une pareille incertitude sur ce qui nous attend. Voilà. Bon, premier thème, s'inscrit dans l'actualité d'hier, c'est la tragédie du Gers. Alors, je rappelle que c'est un fait divers. Dans ma bouche, le terme fait divers n'est pas péjoratif, hein. Un fait divers, ça raconte une société. C'est une abominable histoire de pédophilie meurtrière. L'assassinat d'une préadolescente de 11 ans, euh, a priori, et là la justice va faire son boulot comme elle doit le faire, hein, présomption d'innocence, et puis il faudra bien l'établir, mais enfin de très très lourds soupçons reposent sur quelqu'un, et il semble que cette tragédie a pu survenir parce que la justice dans son ensemble, a été totalement défaillante. Elle a été totalement défaillante, et quand je dis dans son ensemble, du haut en bas. Du haut en bas, puisque aujourd'hui, nous avons Monsieur Macron, qui est le premier responsable de la catastrophe du service public judiciaire, Monsieur Darmanin, qui en est un des instruments, et qui viennent aujourd'hui prendre des pincettes, annoncer des enquêtes, des rapports, et lesquels ne déboucheront, comme d'habitude, absolument sur rien. Cette tragédie affreuse a des responsables. Elle a des responsables et le fait de pointer ces responsabilités amène effectivement à constater l'état dans lequel se trouve aujourd'hui ce pays. C'est une affaire qui remonte à un certain temps, mais avec une aggravation décisive depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Bien, je vous passe la parole. Qu'est-ce qui souhaite donner son point de vue, sachant que je me réserve un peu le procès des magistrats,
les premiers concernés par ce qui s'est produit, et j'avancerai quelques raisons, hein, parce que la crise budgétaire de la justice, du service public de la justice, l'absence criante de moyens, qui est quelque chose d'organisé, hein, c'est le néolibéralisme, on déshabille, on détruit les services publics au profit de l'oligarchie, euh, c'est une réalité, mais il ne faut pas oublier que le corps des magistrats est, dans une affaire comme celle-là, d'abord et avant tout le premier responsable. Ce sont les magistrats qui ne travaillent pas, ce sont les magistrats qui ont des priorités qui leur sont propres, ce sont des magistrats qui se vivent aujourd'hui comme une force politique sur le pays et qui ont une aversion profonde pour les couches populaires, pour la France périphérique, et qui considèrent qu'ils sont là, et d'ailleurs l'affaire du Gers le démontre, et qu'ils sont là pour réprimer ceux qui osent s'opposer au pouvoir qu'ils soutiennent et qu'ils ont installé, parce que rappelons quand même que l'élection d'Emmanuel Macron n'a pu être rendue possible que par je l'ai dit, une opération judiciaire. Juste une petite avant de vous repasser la parole, une petite info. Hier, le responsable de la coordination rurale du Gers racontait que dans le mois précédent, il avait été convoqué 4 fois par la gendarmerie, dont certaines fois pour des mises en garde à vue, parce qu'il avait publié sur Facebook des publications sur Facebook. Pendant ce temps-là, le présumé coupable de ce qui s'est produit, qui avait fait l'objet de plusieurs plaintes, de signalements qui étaient tout à fait identifiés comme dangereux, eh bien, pouvait continuer à rôder dans le département pour aboutir à la tragédie qu'on connaît. Cette priorité du procureur local est une caractéristique du fonctionnement actuel de la magistrature. Messieurs, je vous repasse la parole parce que sinon je peux faire 3 jours. Bon, allez, génial, et je m'y colle pour lancer les débats. Alors, on va te laisser la partie, effectivement, magistrat. Mais déjà, le point de départ de cette affaire, c'est effectivement, en France, il n'y a pas de droit des victimes. C'est-à-dire qu'il y a une inversion totale dans les priorités de la justice. Quand on veut porter plainte pour n'importe quoi, d'ailleurs, pour un cambriolage, moi ça m'est arrivé, je connaissais la personne, je voulais porter plainte contre personne dénommée, qui était bon, mon voisin. Et j'ai dit, mais si le type il m'a dit, je vous fais le papier pour l'assurance. Bon, j'ai dit, moi je veux pas un papier pour l'assurance, je veux que vous le convoquiez, que vous lui fassiez peur, qu'il arrête d'emmerder le monde, quoi. Bon. Et il m'a dit non, non, je ne ferai pas ça. J'ai dit, bon, ben, je vais m'en occuper moi-même. Il dit, ah, attention, monsieur, hein, là, vous ne pouvez pas vous faire justice vous-même, je prendrai la plainte. C'est ce qui est arrivé à une dame, là, qui, effectivement, voulait savoir où en était l'enquête, et les gendarmes ont fini par lui dire, mais on va vous attaquer pour harcèlement. Donc, il n'y a pas de droit des victimes en France. C'est un problème de politique pénale, de priorité. Les victimes, on ne les entend pas, on ne les écoute pas. Et c'est ce qui démontre ce que tu viens de dire par l'absurde, mais aussi de façon excellente, que l'autorité judiciaire protège le système, l'oligarchie, la plutocratie, pas du tout le peuple. Et encore moins le lumpenprolétariat. Ça ne les intéresse pas. Ils défendent les institutions, ils défendent le système dans Non, non, lequel attends, Didier, je t'interromps. Ils haïssent les couches populaires. oui, 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 je suis d'accord. On l'a L'affaire vu des avec Gilets les Gilets jaunes le jaunes. démontre. Le Non, mais on l'a démontre. vu avec les C'est Gilets une jaunes. aversion totale. Ils Une sont aversion formés comme totale. ça. C'est les petites bourgeoisies urbaines, hein, les étudiants les plus médiocres, parce que le concours de l'ENM n'est pas difficile, hein, qui sont recrutés comme ça, qui passent 3 ans dans le bocal de l'école de Bordeaux, endogamie, qui se marient entre eux, etc. Hein, et ensuite, ils sortent à 26 ans avec un permis de juger et une totale aversion pour les couches populaires. Ils les haïssent. Alors, je Hein. continue la démonstration. Ça veut dire finalement que ça, c'est quand même, pour moi, le problème principal, le premier problème. Alors après, il y a un deuxième problème. Mais quand on parle en fait de dysfonctionnement, c'est là où ça va pas. C'est nous nous trompons
sur les termes. Parce que oui, il y a un problème de moyens, tu l'as dit toi-même, il faudrait plus de juges, plus de procureurs. J'ai regardé sur les 27, on est le quatrième pays avant-dernier en termes de magistrats, de procureurs, etc. Pour 100 000 habitants, il n'y en a pas. Mais si tu recrutes plus et que tu gardes la même doctrine, la même politique pénale, ben, tu auras les mêmes conséquences et ce qu'on appellera toujours dysfonctionnement. Parce qu'il n'y a pas de volonté. On voit avec le dossier Epstein, je ne sais pas comment il faut dire, on voit qu'il n'y a pas de volonté d'avancer. Et on voit que finalement, les viols, la pédocriminalité, etc., les gens ne prennent pas trop ça au sérieux chez les magistrats et chez les procureurs. Ça, c'est le deuxième point. Il y a quand même ce problème de moyens, mais des moyens, pourquoi faire? Pour quelle politique pénale? Ça me semble fondamental. Et puis, tu l'as dit aussi, on ne peut pas exonérer, et surtout à l'étranger, ce qui est une spécialité de M. Macron, qui vient gloser sur la justice en plastronnant le menton haut en disant si ça continue, il faudra que ça cesse. Moi, j'ai déjà pas mal amélioré les choses, mais ça va pas encore assez loin, et il faut faire un peu plus. Ou Monsieur Darmanin, qui vient aux 20 heures, expliquer que ça marche pas. Mais ça fait quand même 9 ans qu'ils sont aux manettes, plus d'ailleurs pour Monsieur Macron, ça fait 12 ou 13 ans que ces gens-là sont au sommet de l'État et que toute leur politique, on en voit les fruits. Et donc, il y a cette absence de responsabilité des juges, cette absence de responsabilité en termes juridiques et judiciaires, mais aussi cette absence de responsabilité morale, philosophique et politique. Parce que dans n'importe quelle démocratie normale, qui fonctionnerait à peu près normalement, après un tel scandale, le premier incriminé, ce serait le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, il devrait immédiatement être démis de ses fonctions. Et puis avec des enquêtes derrière, oui, mais avant qu'il y ait des enquêtes administratives ou éventuellement parlementaires, on, on, on démissionne, si j'ose dire, le ministre de la Justice. C'est la moindre des choses. Et ensuite, on va revoir toutes les responsabilités du procureur, des enquêteurs, des policiers, des gendarmes. Est-ce qu'ils ont pris la plainte? Pourquoi ils l'ont pas prise, etc. Alors que le type était quand même en circulation. Et il y avait une plainte pour viol au mois d'août de l'année dernière. Des classements sans suite, alors que le type était quand même connu notoirement hein, pour ses actes répréhensibles envers des enfants, dont une, je crois, vraiment une enfant de 6 ou 7 ans. Enfin, c'est pas acceptable. Hein. Et quand on voit, et puis j'arrête de parler là-dessus pour laisser la parole à François, le scandale absolu du périscolaire à Paris, avec la même équipe qui se fait élire triomphalement, ça dit aussi quelque chose de la société, hein, puisque cette affaire a éclaté au moment des municipales, dans une démocratie qui fonctionnerait à peu près normalement. Ces gens-là, qui étaient, en plus, il était aux manettes, hein, Grégoire, hein, il était adjoint, puis il s'occupait de l'école, etc. Ils auraient dû être exfiltrés, j'allais dire, de la compétition, ou à tout le moins, ils auraient dû faire 1%, pas le score mirobolant qu'ils ont fait. Donc, il y a évidemment une responsabilité politique, une responsabilité judiciaire, mais ce que tu disais en filigrane sur la déliquescence, comme tu disais, jamais vu ça, la déliquescence de notre société, il y a un effondrement sur elle-même hein, de la société qui n'arrive plus à voir un petit peu ce qui est important, ce qui ne l'est pas, le relatif, l'absolu, et qui met tout un peu sur la même importance. Et moi, c'est ça qui me fait le plus peur, parce que je me dis, si on n'est plus capable, alors bien sûr, il y a toujours des gens qui râlent un peu a posteriori, mais comment de telles choses sont possibles, parce que chaque fois, elles sont réitérées, quand on voit le nombre comment on appelle ça, de viols dans les familles d'inceste en France, on est dans le haut du panier. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. Je renvoie à 1 sur 5 le documentaire de Carl Zero, par exemple. C'est effarant, quoi. Donc, ça dit aussi, comme tu l'as dit, je pense, quelque chose de profond et de profondément dérangeant sur la déliquescence de notre société et de notre pays. François.
Ouais, alors bon, moi je vais peut-être prendre une autre porte d'entrée pour te laisser justement, Régis, le champ libre sur l'analyse de On est gentil quand l'autorité même, hein. judiciaire. Euh, il faut bien prendre conscience que je suis d'accord avec ce que tu disais sur ce qu'est un fait divers. On peut caractériser ça comme un fait divers, mais il va avoir une importance et un rayonnement durable dans le pays comme peu en ont eu. Voilà, c'est quelque chose qui va être extrêmement marquant et structurant. On n'est pas de l'ordre de la petite affaire qui est mise en exergue par une chaîne d'information continue et qui est remplacée par une autre dès le lendemain. Là, on est sur quelque chose qui va façonner la scène du débat public et la scène politique, bien évidemment, pour les mois et les années à venir. La résonance, l'ancrage de cette affaire est extrêmement important. Je pense qu'il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience parce que le déroulé lui-même amène à ça. Le déroulé, c'est on prend connaissance du fait que cette pauvre gamine, à un moment donné, a disparu. Et puis très vite arrive le fait que on voit que dans l'entourage immédiat, eh ben, il y a un suspect qui a des antécédents dont on va découvrir au fur et à mesure qui sont de plus en plus lourds. Et là, on comprend, tout le monde comprend. Je veux dire, nous autres les Français, celui qui, comme moi, n'est qu'un observateur du fonctionnement de l'autorité judiciaire, tout le monde comprend en tirant la couverture qu'il y a des problèmes, qui sont des problèmes à la fois structurels, qui sont des problèmes de fonctionnement et qui relèvent aussi des pratiques des individus, et qu'on n'est donc pas juste sur le coup de malchance et sur le drame qu'on n'aurait pas pu éviter parce que bah, la balle tombe au mauvais endroit au mauvais moment. Ça change le rapport du pays à la situation. Parce que, eh ben, à un moment donné, il y a des responsabilités qu'il va falloir établir. Et donc ça s'est décalé sur le champ politique. En se décalant sur le champ politique, bien évidemment que l'ensemble des oppositions aujourd'hui se saisissent de l'affaire et demandent des comptes. Mais ce qui est fou quand même pour l'observateur et pour le citoyen, c'est que le pouvoir en place, lui-même, en est réduit au rang d'une opposition politique, en train de découvrir les faits d'une certaine manière et de les rejeter et d'en rejeter et de s'extraire de cette responsabilité-là. Alors bien sûr, le garde des Sceaux a été présenté des excuses au journal télévisé. Mais enfin, celui-là a été pendant 4 ans ministre de l'Intérieur, avant de passer à la justice. Le président Macron fait mine de découvrir tout cela. Et donc, tous ces gens-là sont dans le commentaire, eux aussi. Tout ça crée une situation extrêmement durable qui ne peut qu'avoir des conséquences. Voilà, à un moment donné, je crois que cette affaire fait que on ne pourra pas en rester au fait de dire ah ben il va falloir changer les choses, on va essayer d'améliorer tout ce qu'on voit qui reste sans conséquence depuis maintenant des années. Il va falloir un grand coup de balai, un grand coup de balai dans la structuration des choses. Mais moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis et je te laisse développer ça, Régis. Ce qu'on en voit de l'extérieur, c'est qu'à un moment donné, les gens font pas correctement leur boulot. C'est-à-dire que la structure les aide pas à bien faire le travail, mais eux-mêmes font sans doute pas correctement le travail au regard des prérogatives qui sont celles de chacun dans son champ de compétences. Et ça peut légitimement nous rendre furieux, sans compter et sans parler bien sûr de la douleur de ceux qui sont plus directement concernés. Alors, Régis, juste si je peux me permettre oui, 30 secondes pour te permettre de dérouler ensuite. Pourquoi on en est là? Pour rebondir sur ce que dit François. Parce que ces politiciens qui, ça c'est un principe de la Macronie, sont observateurs de leur propre turpitude et sont toujours dans le commentaire, cela est rendu possible parce qu'il n'y a plus de médias. C'est-à-dire que les médias accueillent les politiciens comme si c'était des observateurs, des simples observateurs comme nous, hein, et ne leur posent pas les questions, ne les mettent pas devant le fait, devant leur responsabilité en disant mais pourquoi vous avez laissé faire ça? Les Français veulent savoir pourquoi, etc., etc. Ils les laissent dérouler leurs éléments de langage. Ça participe aussi parce que des politiciens, bien sûr, c'est la première responsabilité, mais moi je trouve que en tant que co-auteur, la responsabilité d'ailleurs des journalistes est encore plus grande parce que ça fabrique l'excuse et ça vient justifier ce délitement. Et ça me semble particulièrement important à souligner. Voilà, je alors vous cette écoute. responsabilité que tu pointes là sur
les journalistes sur le quatrième pouvoir, on va en parler à propos du lynchage Fedorova. Et comme quoi c'est lié, c'est articulé. Alors, François a entièrement raison sur la dimension de la crise politique directe. C'est une crise politique directe d'un pouvoir qui non seulement je veux dire, ne fait pas ce qu'il devrait, n'assume pas ce que devraient être ses responsabilités, à commencer par la démission du garde des Sceaux, hein, mais laisse filer tout ça comme le rat crevé au fil de l'eau, avec cette particularité, c'est qu'on a affaire à un des piliers de ce système qui est la justice. On parle souvent les forces de l'ordre, l'outil de domination, euh, c'est parfaitement vrai. Hein. On a vu que dans la répression des Gilets jaunes, dans la mise en place de la dystopie Covid, ils étaient aux premières loges. Il n'y avait pas de problème. Hein. Les gendarmes sortaient les hélicos, les trucs pour aller chasser les surfeurs seuls sur une plage ou les randonneurs seuls dans une forêt pendant le confinement. Donc, ils ont été, mais impitoyables. En revanche, faut pas oublier qu'ils n'ont pu l'être comme ça, dans ces deux occurrences-là, que parce qu'ils étaient soutenus par un appareil judiciaire qui est dans une relation qui est pas une relation de soumission, de suggestion. Ce ne sont pas les domestiques directs du pouvoir, ce sont les instruments conscients et volontaires d'une approche de ce que doit être leur mission. Alors, je ne vais pas être très long sur l'affaire du Gers. Euh, Juste clarifier deux, trois petites bricoles juridiques et judiciaires. Le problème en France, ce sont les parquets d'abord. Ce sont les parquets, l'autorité de poursuite, qui sont des magistrats, ce qui est une hérésie française. Bien, qui devraient être de simples fonctionnaires chargés d'être les avocats de la République. Eh bien, ces gens-là, ce sont eux qui gèrent, qui maîtrisent, hein, et qui poursuivent. Ensuite, les juges du siège prennent des décisions euh, également à partir de leur vision politique des choses. Les exemples sont multiples. Ceux qui ont organisé de la façon la plus vive le raid judiciaire contre François Fillon dans le but de faire élire Emmanuel Macron étaient des juges du siège, juges d'instruction, etc., etc. Bon, toujours est-il que je reviens sur le parquet. Le parquet est chargé de cette mise en œuvre et je dois dire que l'actualité nous offre une superbe démonstration de la façon dont ces magistrats opèrent. Euh, ils sont normalement sous la hiérarchie du pouvoir exécutif, mais ils ont une façon qui leur est propre de faire du zèle. Il y a eu et oui, ce que j'ajoute sur le parquet, c'est que les poursuites, ce sont eux qui les gèrent. Là, à propos de cette affaire de plainte de cette personne dont on a entendu le témoignage, qui disait mais je devais téléphoner toutes les semaines, on a fini par me dire qu'on allait me poursuivre pour harcèlement. Euh, j'ai entendu dire, oui, ce sont les gendarmes qui mènent les enquêtes. Non, c'est le parquet qui mène les enquêtes, qui les conduit. Alors après, sur le terrain, ce sont les gendarmes qui font le boulot. Lorsqu'une plainte est déposée entre les mains des forces de l'ordre, elle est immédiatement transmise au parquet, qui lui donne son numéro d'ordre, et tout se passe ensuite sous la responsabilité du parquet. C'est pour ça que quand on met Rima Hassan en prison, en garde à vue, pardon, sans solliciter au préalable, ce qui est une monstruosité inconstitutionnelle, la levée de son immunité parlementaire, c'est sur ordre d'un procureur. Hein, c'est les policiers qui l'ont reçu, qui l'ont mis en garde à vue, qui à ce moment-là ont fouillé son sac et ensuite ont prétendu, parce que la fuite ne pouvait venir que de là, qui ensuite ont prétendu qu'il y avait de la drogue là-dedans, ce qui a été ensuite parfaitement démonté, débunké comme on dit. Toujours est-il que ce rôle des procureurs, on le voit dans un petit exemple que je vais donner. Il y a eu une circulaire qui a été produite par Darmanin, circulaire dans laquelle il dit, voilà, priorité à la prévention et à la défense des enfants. Très bien, dans l'activité judiciaire, c'est parfait.
c'est resté totalement lettre morte. Tous les praticiens qui travaillent sur ces questions savent que ça reste lettre morte. Alors attention, hein, je ne souscris pas aux accusations un peu complotistes sur l'existence partout de réseaux, la gangrène dans la magistrature sur ces questions. Je pense qu'il y a des pédophiles dans la magistrature comme ailleurs, j'ai suffisamment d'exemples, hein, mais là, en l'occurrence, c'est autre chose. Donc, cette circulaire n'a jamais été véritablement respectée. Mais il y en a une autre de circulaire. C'est la circulaire de Monsieur Dupond-Moretti après le 7 octobre 2023 en Israël. Eh bien, cette circulaire qui est scélérate, simplement scélérate, hein, qui a fait de toute critique d'Israël, hein, une infraction d'apologie du terrorisme. Je pèse mes mots en le disant. On doit être à 800 condamnations. Attention, hein, pour les gens qui ont qui soutiennent les Palestiniens, peut-être de façon maladroite dans la formulation, pas une seule poursuite pour apologie du terrorisme contre ceux qui encensent les crimes de guerre, les actes terroristes de l'État israélien, hein, les comportements terroristes des militaires et des civils. Hein. Non, non, ça c'est formidable. Lorsqu'on lance l'opération, les Israéliens lancent l'opération des pagers, qui est une opération terroriste, des pagers explosifs, là qu'ils avaient fait. Madame Elisabeth Lévy vient dire « Ah, c'était réjouissant !» Une opération terroriste faite en violation d'une convention internationale signée par Israël. Ben voyons, qui a tué 1500 personnes, aveuglé des enfants de 5 ans, des civils. Opération purement terroriste. Croyez-vous que un seul procureur français a eu le courage, ou au moins, je veux dire, la conscience, le sens de l'honneur, l'amour-propre, pour poursuivre cette infraction-là? Rien du tout, jamais. Donc ces gens-là, ils ne vont pas appliquer avec diligence la circulaire, qui est une indication, hein, on dit, ce sont des ordres qu'on donne, hein, concernant la prévention des enfants, mais en revanche, quand il s'agit de servir l'État d'Israël, de faire plaisir à Netanyahou, de faire plaisir à Meir Habib, on fonce. Et moyennant quoi, je voyais ce matin, au lendemain de l'annonce dans la presse de l'affaire du Gers, je voyais qu'une étudiante avait été condamnée pour apologie du terrorisme, non, pour antisémitisme, pardon, pour antisémitisme, parce qu'elle avait exclu d'un de ses groupes Instagram, elle doit avoir 18 ou 20 ans, 3 personnes qui soutenaient l'armée israélienne, parce que le tribunal a dit que, par définition, ils appliquent la loi Yadan avant qu'elle soit votée, hein, avant qu'elle soit promulguée, bien évidemment par anticipation. Elle a été condamnée à 4 mois de prison avec sursis, hein, parce que critiquer le sionisme impliquait de critiquer la judaïté. Ben voyons, surtout n'hésitons pas. Je suis un peu véhément là-dessus parce que c'est insupportable de le vivre. Moi, ça c'est mon quotidien, c'est ce que je pratique, hein, enfin, plus maintenant, mais indirectement aussi, hein, parce que j'ai gardé des liens privilégiés avec le cabinet que j'avais créé et dirigé. Et puis bon, je suis toutes ces questions. Donc, cette affaire, et François a parfaitement raison, elle exprime la dimension politique de cette crise. Alors là, je mets le focus sur les magistrats parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un rapport d'inspection qui dira, comme tous les rapports d'inspection, circuler, il n'y a rien à voir. Il y en a eu un très récemment qui avait été demandé dans une des affaires où Pellico est poursuivi parce que il est présumé également tueur en série, hein, et violeur en série. Quand je dis Pellico, c'est l'affaire des viols de Mazan. Eh bien, et tu parles du mari, du mari de Gisèle Pellico, de la sainte Gisèle Pellico. Mais toujours est-il que et tu parlais des victimes. Tu parlais des victimes, une personne qui a été victime d'une tentative de viol, d'une tentative d'assassinat, qui a sauvé sa vie d'extrême justesse. Tout était là,
l'ADN, tout a été démontré, c'était Pellico. Ah, mais pas de chance. Quand il a fallu transmettre ça aux différents services concernés, ça a été perdu. Le parquet de Meaux n'a jamais rien fait, qui aurait permis d'éviter d'autres choses. Et lorsque il y a eu une pression et des demandes des avocats pour qu'il y ait un rapport d'inspection. Ce rapport a été produit. Il n'a jamais été communiqué aux avocats des victimes. Ah bah, et puis quoi encore? À la presse tout de suite. Et le rapport disait circuler, il n'y a rien à voir. Et il n'y a rien à voir. Pourquoi? Parce que ce dispositif actuel de la justice française est un des piliers du maintien du système Macron au pouvoir. Alors, on parlera peut-être tout à l'heure de l'aspect est-ce qu'ils vont continuer à soutenir ce système dans la perspective de l'élection qui se profile ou les risques pour cette camarilla et ce gang macronien sont extrêmement importants? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La question se pose. En revanche, depuis le début, ils sont là pour soutenir ce système. Ils ont fait élire Macron. Hein, ils ne refusent catégoriquement de poursuivre toutes les affaires de corruption qui frappent ce système. Ils s'acharnent sur les oppositions. Hein, et lorsque le peuple s'énerve un peu, je pense aux gilets jaunes, on lui tombe dessus. Hein, et on demande de faire plaisir à Netanyahou, là, tout le monde se bouscule. Bon, donc, je vais finir par en énerver certains à être aussi affirmatif, mais c'est ma vision et chacun le sait depuis longtemps. Bon, alors, j'en ai terminé. L'affaire n'est pas terminée et je pense que François, euh, ça m'intéresse beaucoup ce que tu as dit quand tu dis c'est une affaire qui va laisser des traces considérables. Moi, qui ai tellement été confronté parfois à des impasses, à des blocages et qui a pu avoir un sentiment d'impuissance, je pense que d'abord que tu as raison et j'espère que tu as raison. Hein, je pense, mais j'espère aussi que tu as raison. Mon cher Didier, mon cher François, maintenant je vous repasse la parole. Euh, Tu as dit tout à l'heure, Didier, que les journalistes avaient une responsabilité particulière. On vient de voir que tous ceux qui sont dans le système du mainstream, on appelle mainstream le système des médias oligarchiques dans ce pays, et je range dedans le service public, ce système vient de se mettre au garde à vous, au coup de sifflet donné par le pouvoir politique, relayé par Jean-Noël Barrot, pour lancer une opération bizarre qui est un lynchage géant d'une journaliste qui était là pourtant depuis un an dans le système Bolloré et qui tout d'un coup est devenue l'ennemi et la personne à abattre. Donc voilà, je vous passe la parole là-dessus. Qu'est-ce que ça raconte, cette histoire? Ça raconte beaucoup de choses. Ça raconte déjà le côté complètement moutonnier des journalistes aux ordres. Hein, je veux dire, c'est quand même. Moi, tu disais jamais vu ça. Moi, il y a 37 ans que j'ai commencé à être journaliste, 37 ans, ça commence à faire. J'ai jamais vu ça. Pas un seul ne manque à l'appel. Je vais citer des noms parce que comme ils nous citent tous ces gens pour nous mettre le sceau de l'infamie sur le front, des Plenel, des gens qui par ailleurs raisonnent, des Schneiderman, Apathy, etc., comme un seul homme. France Info, France Télévisions, France 24, le service public dans son ensemble, dans son intégralité, les chaînes privées, toutes les chaînes à l'exception des médias du groupe Bolloré et pour cause, ça a été la curée. On est passé en 72 heures de « Ah, on découvre, c'est une propagandiste du Kremlin ». Comme tu dis, elle était là depuis un an. Et on va voir pourquoi ça s'est déclenché. Quel est l'élément déclencheur? Euh, a-t-elle un titre de séjour? Comment ça marche? 24 heures plus tard, faut-il lui donner un titre de séjour? Puis doit-on lui retirer son titre de séjour? Puis il faut lui retirer son titre de séjour.
pu l'expulser, l'extrader, hein, ça m'a bien fait rire, comme quoi la culture juridique des journalistes et comme économique, elle est proche de zéro. Et donc après, il y a eu la demande, et j'avais dit dès le début que c'est ça qui ferait, par évidemment, Renew, Madame Bénil, Madame Loiseau, qui demande sa tête, hein. Les gens se sont amusés à les mettre côte à côte. C'est vrai que c'est un peu cruel. Je ne parle pas de beauté, mais de ce que leur visage raconte. On avait dit Et pas le physique. Oh, c'est avec elle, c'est impossible de respecter ça. impossible. Non, parce que ce n'est pas les traits, c'est ce que racontent les traits, La quoi. laideur intérieure, quoi. Ah. Et donc, évidemment, ils veulent une sanction. Pourquoi ils veulent une sanction européenne? Bah, parce que c'est pas susceptible d'appel, parce que c'est toute la froideur administrative, hein. C'est le Conseil européen de vague, tu vois, ils sont tous comme Barrot, les ministres des Affaires étrangères, ils vont décider de oui, bah, il faut plus qu'elle soit en France. Et puis, c'est aller plus loin. L'infamie suprême, c'est les socialistes, hein. Le cancer de la société française, c'est le socialisme. À mon avis, monsieur Arthur Delaporte et d'autres, hein, ou Sacha Houillet, hein, qui est place publique, saisir le procureur de la République au nom de l'article 40 parce qu'elle n'aurait pas euh, déclaré au sein de la haute autorité pour la transparence de la vie publique son activité de lobbyiste en tant que VRP d'une puissance étrangère venant vendre sa cam et sa vodka. Mais de qui se moque-t-on dans notre pays? Je veux dire, elle est journaliste, elle a travaillé en Angleterre, en Allemagne, elle a monté des chaînes, elle a été cadre, elle intervient en tant que journaliste. On peut ne pas être d'accord. Et je dois dire, on peut ne pas être d'accord à 100% avec ce qu'elle raconte. On peut même dire, mais ce que vous racontez, même si vous êtes russe, c'est le langage de Poutine, ce sont les éléments de langage de Poutine, mais qu'on le dise dans le cadre d'un débat. Quelle est cette affaire où on demande la tête des gens? Moi, toutes les chaînes qui m'insupportent, et Dieu sait qu'il y en a, hein, les médias dont je n'aime pas la ligne éditoriale, qui sont hostiles à nos idées qu'on développe ici, ou qui nous sont hostiles à titre individuel et personnel, hein. Il y a des médias dont Quotidien, par exemple, qui m'a fait en prime time à 20h avec M. Apathy en procureur, un portrait au vitriol avec une photo qu'ils ont trouvée de moi sur le net, je ne sais pas où ils l'ont trouvé, et vas-y, ils m'ont massacré. Bon, ça m'a rendu populaire, ils se sont plantés, tant pis, mais j'ai pas pu répondre. Je n'étais pas présent. C'est du fascisme. Je répète, c'est du fascisme, c'est du totalitarisme, ce genre de process. Ce qui alors, l'élément déclencheur, c'est quoi? C'est évidemment le fait que Zelensky, l'Ukraine, est en grande difficulté, hein, et surtout que Ksenia Fedorova a sans doute fait le crime de lèse-majesté. C'est là que ça s'est déclenché en disant, mais où va l'argent? Il y a de la corruption, les milliards de l'Europe, et c'est là que c'est déclenché. J'ai bien regardé attentivement, j'ai dit, qu'est-ce qui déclenche d'un coup ce truc-là? Évidemment, c'est ça, puisque là, c'est la corde sensible, c'est le point faible, le talon d'Achille de tout le système. Moi, je dois dire que je suis ulcéré du comportement des journalistes, du silence des agneaux, c'est-à-dire de tous les syndicats professionnels. Pas un n'a ouvert sa bouche, pas un seul intellectuel, philosophe, écrivain, cinéaste, metteur en scène, artiste, chanteur, n'a ouvert sa bouche. Pas une seule voix n'est présente pour contrer, à part les nôtres, hein, je veux dire pour contrer, on est quoi, quelques-uns en France, sur le plan du principe. Sur le plan du principe, parce que, évidemment, moi je connais bien Xenia Fedorova, François aussi, c'est mon ami, j'ai travaillé pour RT France, on a fait avec François des émissions, etc., avant que la chaîne soit supprimée sans fondement juridique par l'Union européenne, par la Commission, pardon, européenne, alors que en droit français, elle avait été inquiétée parce que les gens avaient porté plainte, etc., sur une séquence qui avait été mal traduite, soi-disant. Comme c'est d'usage, le CSA a été saisi, est allé chercher un conseiller d'État qui a instruit l'affaire de manière contradictoire et plutôt à charge, et la chaîne a été blanchie. Elle respectait parfaitement et entièrement tous les points de sa convention.
Et ça n'a pas été dit, ça a été raconté d'une manière fallacieuse par France Info, qui a dit la chaîne a été supprimée parce qu'elle était pro-Poutine. Non, 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 la chaîne, elle n'a pas été supprimée pour ça en France. Elle a été d'abord pas supprimée en France, mais sur l'ensemble de l'Union européenne, par une décision arbitraire proposée par la Commission européenne à la décision du Conseil européen. Sur la base de quoi? De rien. Sur la base de rien. Sur aucun élément juridique. Comme le premier tour de comment il s'appelle, Georgescu, Călin Georgescu en Roumanie, le type a été viré, etc. Pourquoi? Parce que sur TikTok, il y a eu des algorithmes qui ont favorisé On ne le sait pas en fait, on ne sait rien de tout ça. Donc on est bien en face d'une justice administrative arbitraire, non susceptible d'appel, et le vrai pouvoir, et c'est ça qu'on a dit aussi dans le premier, même si ce sont des magistrats du siège, le premier thème, finalement, ce sont des décisions politiques et administratives, comme dans tous les régimes totalitaires. Alors en France, les gens nous disent, mais vous avez de la chance d'être en démocratie. Évidemment, la France, c'est un régime, un pays extrêmement sophistiqué. Quand on voit les institutions léguées par Napoléon, quand on voit la sophistication de notre système, de notre droit, de tout notre corpus, évidemment, les choses sont faites dans les règles de l'art. C'est-à-dire que facialement, tout est respecté et j'allais dire consacré par l'Union européenne, d'où le DSA. On ne peut pas voir ce qu'il y a derrière, mais voilà. Donc, c'est pas fait avec le général Tapioca qui ferait des coups d'État, c'est fait d'une manière très subtile, très sophistiquée, pour que ça donne l'impression d'une décision démocratique pour les intérêts supérieurs de la Non, mais nation. attends, Moi, là, ce qui me dégoûte profondément, ce sont les journalistes. Là, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ça me dégoûte. non, mais le problème, c'est que là, c'est pas, enfin, c'est une pulsion totalitaire. C'est pas quand tu dis on respecte la forme, c'est sophistiqué. Non, non, là, c'est carrément brutal. Oui, non, mais on respecte la forme parce que ce que je veux dire par là, c'est pas casse-toi, c'est on va saisir le procureur pour l'article 40 ou on va saisir on va faire des sanctions Ouais, européennes. mais Je si dis que tu veux, c'est facialement, des petits crétins du PS et ça sera ou de fait, place publique. Non, mais ça, c'est pour ça sera expliqué. exister. Non C'est mais pour exister, ça. La d'accord, Régis. décision. Tu sais, moi, il Non y a mais un attends, juste pour argument. finir là-dessus, ça sera fait d'une manière arbitraire et irrationnelle avec une pulsion fasciste, évidemment, mais ce sera habillé, comme le Conseil d'État sait parfaitement le faire, par tout une espèce de verbiage juridique en disant les intérêts supérieurs de l'État et de l'Europe dans un pays alors qu'on n'est pas en guerre, etc. Je suis pas Ça trop sera d'accord habillé. là, si tu veux. Bon, C'est la caractéristique, y compris de ce qui s'est passé avec la guerre contre l'Iran, avec ce que fait et revendique, assume Israël, les horreurs au Moyen-Orient et ce qui se passe chez nous, c'est que désormais ce fascisme déjà là est non seulement assumé mais revendiqué. Je voyais une conférence chez quelqu'un. Alors c'est un taré mental américain suprémaciste, etc., qui est venu faire une conférence dans un appartement ou une maison privée, etc. C'était avec des gens invités, c'était pas du tout un espace public. J'ai vu les flics rentrer en disant voilà, interdiction de cette réunion chez vous, hein, décision du préfet. Mais pardon, attends, c'est pas un espace public, il n'y a pas d'ordre public oui, mais à tu vois, quand tu préserver. dis Non, Israël non, mais avance, ça, etc., ils sont décomplexés, il n'y a pas de oui. forme, c'est du Si, fascisme non, alors attends, assumé. il y a quand même une forme, parce qu'on nous dit toujours, alors je prends quelques exemples très rapides, ils nous disent pas, on va zigouiller les gens en Palestine parce qu'on est suprémaciste et qu'on veut pas d'arabes et de musulmans. Mais Et c'est si, pour ils ça. le disent. Non, non, ils disent pas ça. Mais Ils disent, si, mais si. non, Bah, attends, attends, sur toutes laisse-moi les finir. chaînes de télé israéliennes, ils Ils le disent, disent. non, mais Tous en les France, enfants, tuer les enfants, ça me fait plaisir. En France, je te parle en France et en Europe, ils disent pas ça.
ils disent ce sont des victimes collatérales, ce sont des boucliers humains, ils mettent les enfants, et dessous, il y a des gens du Hamas, parce que